Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Michael Carley, un éminent spécialiste de Staline. Il a également écrit une trilogie sur Staline, ce qui fait de vous, je suppose, l'un des principaux experts sur le sujet. Je suis vraiment heureux de pouvoir m'entretenir avec vous, car j'aimerais mieux comprendre en quoi l'étude de Staline, de votre point de vue, contribue à approfondir notre compréhension de la géopolitique actuelle. En particulier, la manière dont la mémoire historique et les leçons de l'histoire continuent de nous éclairer. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci de m'avoir invité. Eh bien, je pense que c'est probablement une bonne façon de commencer cette discussion. Comment voyez-vous, selon votre point de vue, l'étude de Staline? En quoi cela éclaire-t-il notre compréhension de la géopolitique actuelle? Je formulerai la question un peu différemment. Comment est-ce que je vois l'étude de la Fédération de Russie et de l'Union soviétique? Staline a été le dirigeant de l'Union soviétique pendant longtemps. C'est une figure très controversée de l'histoire. Il y a beaucoup de négativité à son sujet. C'est un personnage historique complexe. Il a été responsable de purges sanglantes dans les années 1930 en particulier. Mais il a aussi été le dirigeant de l'Union soviétique pendant la guerre contre l'Allemagne nazie, et il est devenu un chef de guerre très efficace. Il a soutenu et œuvré pour la consolidation de la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe. Ainsi, on peut dire beaucoup de choses négatives à son propos, mais aussi certaines très positives. Et en tant que dirigeant de l'Union soviétique, il était, à bien des égards, le dirigeant de la Russie. C'était ce que je appelle un gosudar russe, Rhind and Hikteji. He was a realist, and Western historians, when they look at the Vous savez, les historiens occidentaux, lorsqu'ils examinent la politique étrangère de l'Union soviétique, disent souvent que l'Union soviétique n'avait pas de politique étrangère. Elle avait une politique de révolution socialiste mondiale. Selon eux, la politique soviétique n'existait pas pour le gouvernement soviétique. Mais lorsque l'on commence à explorer les archives soviétiques, qui ont été ouvertes au début des années 1990, la première chose qui saute aux yeux de l'historien est que l'intérêt national était, du moins au sein du ministère soviétique des Affaires étrangères, la considération la plus importante dans l'élaboration de la politique soviétique. L'évaluation occidentale selon laquelle l'Union soviétique n'avait pas de politique étrangère est erronée. Je pense donc qu'il est important de souligner la continuité entre les politiques russes et soviétiques. Il y a très peu de différence entre elles. Le tsar Alexandre III a d'ailleurs dit un jour que les seuls amis de la Russie étaient son armée et sa marine. Et je parierais que si vous parliez à de nombreux Russes aujourd'hui, ils diraient exactement la même chose. On ne peut compter sur personne d'autre que soi-même. Le parallèle que je mettrais donc en avant, c'est ce que j'appellerais le réalisme froid du gouvernement russe et sa préoccupation vitale pour la sécurité de ses frontières et de son étranger proche. Je ne pense pas que la plupart des diplomates russes accepteraient de compromettre ces intérêts fondamentaux. Ils ne l'ont pas fait avant la Seconde Guerre mondiale, et ils ne le font certainement pas aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre aspect de la politique russe et soviétique qui passe souvent inaperçu en Occident. Le désir, du côté soviétique et russe, d'entretenir des relations correctes avec les puissances occidentales et avec l'Occident en général. Et même les diplomates soviétiques, dès 1918, à peine quelques mois après la prise de pouvoir des bolcheviks à Petrograd en novembre 1917, ont commencé à rechercher de meilleures relations avec les puissances occidentales. Déjà à cette époque, ils appelaient cela la coexistence pacifique.
Et puis il y a la question de la manière dont l'histoire est utilisée à propos de l'URSS et de la Fédération de Russie en Occident. Vous savez, j'ai un cours que j'enseigne sur... Enfin, j'avais plusieurs cours que j'enseignais autrefois. Je suis maintenant à la retraite depuis le 1er septembre, mais j'avais des cours sur la Seconde Guerre mondiale, la politique étrangère soviétique, et ainsi de suite. Et l'une des premières choses que j'ai dites à mes étudiants lorsque j'ai commencé un nouveau cours, c'est que l'histoire dont j'allais discuter avec eux n'était pas purement historique. Elle était devenue, en Occident, une histoire politisée, essentiellement transformée en propagande anti-russe, qui ne ressemblait en rien aux faits révélés par l'étude de diverses archives nationales. Et vous avez parlé de Madame Kallas. C'est bien ainsi qu'on prononce son nom. Kallas, oui, je crois. Yeah, I think so. That's yeah. Well, she had a comment though, not that long. Oui, eh bien, elle a fait un commentaire il n'y a pas si longtemps où elle se montrait très méprisante envers l'idée que la Russie et la Chine aient été des vainqueurs dans la guerre contre le fascisme. Mais plus récemment, elle a déclaré qu'au cours des 100 dernières années, aucun pays n'avait attaqué la Russie, tandis que la Russie avait attaqué quelque chose comme 19 pays. Donc, j'imagine qu'elle a dû manquer quelques cours d'histoire. Néanmoins, l'effort plus large visant à dénigrer la contribution soviétique et russe à la défaite de l'Allemagne nazie n'est pas nouveau, et c'est quelque chose qui met vraiment les Russes en colère. Et encore une fois, c'est intéressant. Pourquoi y aurait-il une telle motivation du côté européen à saper le rôle de la Russie? Et pourquoi est-il si important pour la Russie de le défendre? Je me demandais donc, comment voyez-vous cela? Bien sûr, elle a l'approche la plus immature à ce sujet, et souvent la plus absurde, étant donné qu'elle ne semble pas saisir des faits très élémentaires. Ma première pensée a été qu'elle aurait dû suivre certains de mes cours de premier cycle à l'Université de Montréal, car ces remarques n'ont aucun rapport avec la réalité telle que je la comprends, après environ 50 ans d'études de l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie. Et ses propos sur la Chine et l'Union soviétique, ainsi que sur leur rôle dans la guerre, sont une insulte au peuple chinois et au peuple russe. Commençons par les Chinois. Ils ont entamé une guerre totale contre le Japon en 1937. J'ai oublié le chiffre exact des pertes parmi le peuple chinois dans la résistance à l'agression japonaise, mais c'est un nombre très élevé, peut-être 15 millions, quelque chose comme ça. Et c'est une histoire complexe, celle de l'implication de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale, en raison des différences entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Néanmoins, la résistance des Chinois face aux Japonais a été très importante et ne peut tout simplement pas être ignorée. C'est encore plus vrai pour la résistance de l'Union soviétique face aux puissances de l'Axe après l'invasion nazie de l'Union soviétique en juin 1941. Je peux vous donner quelques chiffres pour souligner l'importance du rôle soviétique dans la destruction des forces armées nazies. Le chiffre désormais admis pour le pourcentage des forces nazies détruites par l'armée rouge est d'environ 80% à la fin de la guerre. Autrement dit, l'armée rouge fut responsable de la destruction d'environ 80% des forces terrestres nazies. Et cela n'inclut pas la destruction d'un grand nombre de divisions italiennes, roumaines et hongroises qui participaient au combat en Union soviétique pendant la guerre. De juin 1941 à environ septembre 1943, l'armée rouge a combattu seule contre les restes nazis et leurs alliés le front de l'Est.
Eh bien, il y a tout de même certains sondages qui montrent comment la perception de cette question, encore une fois, pas seulement chez des gens comme Kaja Kallos, a évolué. Par exemple, un sondage YouGov de 2018 a révélé que seulement 11% des Américains et 15% des Français pensaient que l'Union soviétique avait le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie, ce qui est assez extraordinaire. Et puis, on peut aussi observer les sondages réalisés en France et voir comment ils ont changé au fil du temps. Car en 1945, environ 57% des Français reconnaissaient que les Soviétiques avaient été principalement responsables de la défaite de l'Allemagne nazie, ce qui semble déjà un peu faible. Mais ensuite, si l'on avance progressivement, décennie après décennie, ce chiffre est désormais tombé à 15%. Ce n'est donc pas une évolution fondée sur l'histoire. Si chaque année ce nombre diminue, alors on peut parler de propagande, de récit, d'idéologie, mais cela n'a vraiment aucun sens. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, seuls 11% reconnaissent que les Soviétiques ont été la force principale? C'est tout simplement extraordinaire. Eh bien, permettez-moi de vous donner d'autres statistiques pour souligner ce point. De juin 1941 à environ septembre 1943, l'armée rouge a combattu seule contre les forces armées nazies. Sur le continent européen, il n'y avait pas une seule division américaine, britannique ou canadienne combattant au sol contre la Wehrmacht. Pas une seule engagée contre l'ennemi commun. En Afrique du Nord, il y avait 2 ou 3 divisions allemandes combattant contre les Britanniques. Sur le front soviétique, au même moment, il y avait plus de 200 divisions nazies, sans parler des divisions italiennes, roumaines, hongroises et finlandaises déployées contre l'armée rouge. Disons que c'est un point que j'ai souligné dans mon cours sur la Seconde Guerre mondiale et qui nous choque, enfin, qui a choqué certains de mes étudiants. L'armée rouge a combattu contre 99% des divisions allemandes et les alliés occidentaux 1%. Le sort de l'Allemagne nazie s'est joué à la bataille de Stalingrad, qui s'est terminée à la fin janvier 1943 ou au début février 1943. C'était l'avis du président américain Franklin Roosevelt. Alors, regardez les dates. Début février 1943, 16 mois avant le débarquement de Normandie. Le sort de l'Allemagne a été scellé par l'armée rouge à Stalingrad. Les alliés occidentaux, bien sûr, il ne faut jamais les oublier. Dieu nous en garde de sous-estimer la contribution des États-Unis et de la Grande-Bretagne à la guerre. Mais ils ont prêté main forte à l'armée rouge sur le terrain, et non l'inverse. Il est important de se rappeler que l'Union soviétique a subi 27 millions de pertes humaines, des personnes mortes pendant la guerre, dont 18 millions de civils soviétiques et peut-être 9 millions de soldats soviétiques. Les pertes en comparaison des Britanniques et des Américains furent dérisoires. Et Madame Kallas, je ne sais pas quoi dire, c'est une sorte de charlatane, une propagandiste anti-russe, pas une historienne, et vraiment pas beaucoup plus une diplomate. Mais une grande partie de cela, comme mentionné, n'a pas commencé avec Kallas. Dans les années 2000, en particulier autour de 2008, nous avons vu que l'Union européenne a commencé non seulement à priver les Soviétiques ou les Russes de leur rôle dans la défaite de l'Allemagne nazie, mais de plus en plus de communications ont émergé qui ont commencé à identifier à la fois l'Allemagne et l'Union soviétique comme responsables du déclenchement de la guerre. Et encore une fois, cela semble avoir été organisé autour de l'idée que la Seconde Guerre mondiale était essentiellement un conflit entre l'Allemagne et les démocraties libérales d'un côté et les autocraties de l'autre. Et puisque l'Union soviétique et l'Allemagne étaient toutes deux autocratiques, elles étaient en quelque sorte toutes deux
à blâmer pour la guerre. Et bien sûr, une grande partie de cela reposait sur une mémoire sélective du pacte Molotov-Ribbentrop. Mais encore une fois, c'est un sujet qui continue d'être discuté. Certains en débattent, d'autres le présentent simplement comme une évidence, comme un fait, selon lequel, bien sûr, les Soviétiques étaient également à blâmer. Mais comment voyez-vous ce contexte plus large et comment répondez-vous à cette accusation, si l'on peut dire? Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que la tentative de ternir la réputation de l'Union soviétique à propos du pacte de non-agression germano-soviétique n'a pas commencé en 2008. Elle a commencé à l'automne 1939. Et c'était les Britanniques, à l'époque. Les Britanniques ont pris l'initiative de lancer une campagne contre l'Union soviétique pour avoir conclu le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Si l'on regarde l'iconographie de cette période, par iconographie, j'entends les caricatures politiques et les affiches. Le thème principal en Occident représentait Hitler et Staline buvant de la bière ensemble, trinquant, marchant bras dessus, bras dessous. Ils étaient présentés comme des copains, des amis. Le mot-clé qu'on entendait alors, comme aujourd'hui, était qu'ils étaient alliés. Mais ce n'est pas ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas des alliés. Ils étaient engagés dans une sorte de guerre. Je les compare à deux scorpions exécutant une danse autour l'un de l'autre, la queue dressée, prêt à frapper. David Lowe, qui était à l'époque un caricaturiste britannique très important, voire emblématique, a représenté Hitler et Staline marchant bras dessus, bras dessous, mais chacun tenant un pistolet dans l'autre main, caché derrière son dos, prêt à s'en servir contre l'autre. Et le contexte dans lequel le pacte de non-agression germano-soviétique a été signé n'est jamais mentionné. Jamais mentionné. Et ce contexte, ce sont 6 années d'efforts soviétiques entre la fin de 1933 et août 1939 pour conclure une alliance politique et militaire défensive, surtout avec la France et la Grande-Bretagne, contre l'Allemagne nazie. Et la réaction, et ça peut surprendre et étonner vos auditeurs, la réaction de l'Occident à ces ouvertures du côté soviétique fut négative. Elle fut négative. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, même l'Italie fasciste et la Roumanie, un par un, ont abandonné, ont laissé tomber tout intérêt pour les propositions soviétiques concernant l'organisation de la paix et de la sécurité en Europe. Un exemple choquant de cela se trouve dans les événements de mars et avril 1939. Le 17 avril de cette année-là, l'Union soviétique proposa aux Français et aux Britanniques une conférence politique formelle et une alliance militaire contre l'Allemagne nazie. Rappelez-vous qu'au printemps 1939, tout le monde savait que la guerre approchait, qu'elle était inévitable, qu'elle pouvait éclater à presque n'importe quel moment. Il y avait donc un grand danger pour la sécurité des puissances occidentales, telles qu'elles subsistaient à cette époque, mais surtout pour la France et la Grande-Bretagne. Ainsi, nous avons reçu cette offre du côté soviétique, après 6 années de déception dans les tentatives d'attirer les puissances occidentales à coopérer avec l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Et les Britanniques? Eh bien, les Britanniques ont rejeté l'offre soviétique au début du mois de 1939. C'est incroyable. Même pour moi aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment ils ont pu faire cela alors que la guerre menaçait d'éclater à tout moment. Ils ont refusé l'offre soviétique. Il y eut des négociations durant l'été 1939, des efforts de la dernière chance pour conclure une alliance tripartite contre l'Allemagne nazie. Ainsi, les Britanniques et les Français ont traîné les pieds.
Ils ont envoyé des délégations à Moscou en août 1939. Mais ces délégations n'avaient pas les pleins pouvoirs pour conclure une alliance militaire avec l'Union soviétique. Les instructions officielles données par les Britanniques à leur délégation en partance pour Moscou étaient, je cite, « Allez très lentement. Allez très lentement. Lentement. » L'Union soviétique disposait d'excellentes sources de renseignements et était consciente de ce qui constituait essentiellement la duplicité des Français et des Britanniques. Par conséquent, à ce moment-là, en août 1939, les services de renseignement soviétiques indiquaient que l'Allemagne nazie pouvait attaquer la Pologne à tout moment. Ainsi, constatant que les Britanniques et les Français n'étaient pas sérieux au sujet d'une alliance militaire contre l'Allemagne nazie, ils ont opté pour un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie qui maintiendrait l'Union soviétique en dehors de la guerre. On dit souvent que les Français et les Britanniques espéraient qu'à Munich, ils pourraient orienter les forces allemandes vers l'Est. En somme, dresser les Soviétiques contre les Allemands. Comment évaluez-vous cet argument? Et quel a été le rôle des Polonais? Car la Pologne a joué un rôle clé en empêchant l'accord de Munich, en empêchant l'Union soviétique d'établir un partenariat avec les pays occidentaux pour contenir l'Allemagne dès le départ. Ainsi, ils ne se sont pas retrouvés avec un accord de Munich. Cool. Maintenant, les Polonais sont souvent, ou du moins principalement en Occident, présentés comme des victimes du pacte de non-agression germano-soviétique, poignardés dans le dos, pour ainsi dire. C'est une image souvent utilisée par les Polonais. Mais en réalité, les Polonais ont joué un rôle très négatif dans les années 1930 en ce qui concerne les origines de la guerre. Ils ont été des perturbateurs et des saboteurs de la sécurité collective et de l'assistance mutuelle que le camp soviétique voulait organiser avec l'Occident. Par exemple, je veux être juste envers les Polonais sur un point. Ils se voyaient pris entre deux grandes puissances potentiellement hostiles, l'Allemagne d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Mais la grande question des années 1930 était, qui était l'ennemi numéro un? L'Allemagne nazie ou la Russie soviétique, ou bien l'Union soviétique. Et les Polonais, comme de nombreuses composantes des élites dirigeantes en Europe, ont mal répondu à cette question. En fin de compte, lorsqu'il a fallu choisir entre l'Allemagne et l'Union soviétique, ils ont opté pour le camp allemand. Par exemple, les Polonais ont signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne en janvier 1934. Malgré les efforts du gouvernement soviétique de l'époque pour améliorer les relations, les Polonais ont travaillé durant toute cette période à saboter toute amélioration, en particulier dans leurs relations avec les Français et aussi avec les Roumains. Les relations roumano-soviétiques à cette époque étaient assez positives, grâce à une personne dont la plupart de vos auditeurs n'ont probablement jamais entendu parler. Il s'appelait Nicolae Titulescu, ministre des Affaires étrangères de Roumanie, et il était un fervent partisan de la sécurité collective avec l'Union soviétique. Mais les Polonais considéraient Titulescu comme une sorte d'excentrique, un ennemi. Leur légation à Bucarest collabora avec les Allemands et les Italiens pour obtenir sa destitution. En fait, certains éléments polonais allèrent jusqu'à menacer de l'assassiner. En 1938, les Polonais collaborèrent avec les Allemands au démembrement de la Tchécoslovaquie et ils prirent même une petite portion du territoire tchécoslovaque en récompense de leur aide aux nazis dans ce démembrement. En 1939,
lorsque ces ultimes tentatives furent faites pour organiser une alliance contre l'Allemagne nazie, les Polonais continuèrent à jouer les trouble-fêtes et refusèrent de s'associer à toute organisation ou alliance défensive contre l'Allemagne nazie, même en août 1939. Si vous lisiez la presse polonaise à Varsovie, et croyez-moi, l'ambassade soviétique à Varsovie lisait bien la presse polonaise, l'un des titres à l'époque était « Vassili n'est-il pas un porc ? Vassili n'est-il pas un porc ?» Les Polonais exprimaient encore leur hostilité et leur mépris envers l'Union soviétique à seulement 2 semaines, une semaine, voire quelques jours avant que les Allemands n'envahissent la Pologne. Ainsi, pour répondre à votre question, les Polonais ont joué un rôle très négatif et destructeur dans les années 1930 dans les tentatives d'organiser une résistance contre l'Allemagne nazie. En fait, je les appelle des putois dans le tas de bois. Des putois dans le tas de bois, des efforts visant à protéger la paix et la sécurité européenne dans les années 1930. Des putois. Je voulais aussi poser une question sur la mémoire historique de l'Holodomor, c'est-à-dire la famine qu'ils ont connue en Ukraine. Beaucoup de travaux universitaires dans les années 90, je crois vers 1994, incluent un excellent article de Barry Posen, qui écrivait que si cette famine est reconnue comme une famine causée essentiellement par un dictateur géorgien, c'est-à-dire Staline, alors elle doit être considérée comme une tragédie, rien de plus. En revanche, s'il y avait un effort pour la présenter comme un complot russe contre l'Ukraine, ce qu'il soutenait que ce n'était pas, cela pourrait déclencher une guerre civile en Ukraine et aussi provoquer un conflit entre Ukrainiens et Russes. C'est donc un sujet sensible, et cela montre bien à quel point la politique du génocide peut devenir dangereuse lorsque les gens commencent à formuler de telles accusations. Mais en décembre 2022, l'Union européenne, bien sûr c'était après l'entrée de la Russie en Ukraine, a qualifié la famine de l'Holodomor de génocide contre le peuple ukrainien. Une fois que l'on a identifié la victime, il faut évidemment se demander qui est le coupable. Et oui, il suggère que tout semble pointer vers la Russie. Ainsi, on a créé une relation entre ces deux peuples, à la fois au sein de l'Ukraine et en tant que pays voisin, où l'un est considéré comme l'auteur d'un génocide et l'autre comme la victime. Donc, encore une fois, il ne faut jamais laisser l'histoire aux politiciens. C'est pourquoi je vous demande, comment évaluez-vous ce chapitre tragique de l'histoire soviétique, cette famine, l'Holodomor? La première chose que je dirais, c'est que je n'ai aucun intérêt personnel, ni aucun enjeu dans ce débat sur la famine en Union soviétique en 1932-33. Je veux dire, le sujet m'intéresse, mais il ne joue pas un rôle central dans mes recherches sur la politique étrangère soviétique ou sur la politique étrangère de Staline. Mais j'ai tout de même mes opinions professionnelles à ce sujet. La première chose que je dirais, c'est que, selon moi, le meilleur récit récent de la famine de cette période se trouve dans le 2e volume de l'immense et volumineuse biographie de Staline écrite par Stephen Kotkin. Et Kotkin n'est pas, vous savez, un propagandiste pour les Russes, ni pour Poutine, ni pour Staline. Je pense qu'il donne simplement un bon, un point de vue d'historien honnête, fondé sur les preuves qu'il a examinées. Sa conclusion était qu'il y a eu une famine en 1932, mais qu'il ne s'agissait pas d'une tentative délibérée de génocide de la part du gouvernement de Staline contre la paysannerie en Ukraine. De plus, je résume brièvement ses opinions et certaines des miennes. La famine résultait de nombreux facteurs, parmi les plus importants figurant l'industrialisation rapide de Staline et la collectivisation des terres agricoles à la fin des années 1920. Vous savez,
C'est une longue histoire, difficile à résumer en quelques minutes, mais disons simplement que la collectivisation a provoqué une résistance paysanne généralisée. En somme, une rébellion paysanne. Le défunt Isaac Deutscher, historien polonais et biographe de Staline et de Trotsky, l'a qualifié de rébellion ludiste de la paysannerie soviétique. Et par ludiste, il faisait référence aux actions des ouvriers britanniques du début du XIXe siècle. Le bas salaire, les mauvaises conditions de travail et la pauvreté en Grande-Bretagne. Ils ont détruit leurs machines, et les paysans révoltés en Union soviétique ont fait quelque chose de similaire. Ils ont abattu leur bétail, brûlé leurs grains, et brisé leurs charrues et leur matériel agricole pour les soustraire aux fermes collectives soviétiques. L'abattage du bétail fut si dévastateur que la reconstitution complète des populations, bovins, porcs, etc., ne se produisit qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950. De plus, les conditions météorologiques devinrent défavorables en 1932. Trop de pluie au printemps, pas assez en été. Les récoltes furent attaquées par les nuisibles et la famine se propagea dans la majeure partie de la ceinture céréalière soviétique. En réalité, les régions les plus touchées par cette famine se trouvaient au Kazakhstan et non en Ukraine. Il y eut des efforts de secours soviétiques sporadiques durant cette période, mais la plupart par majoritairement soviétique. Ma conclusion, et celle de Kotkin également, si je peux résumer ma compréhension de ces points de vue, est qu'il y a bien eu une famine dévastatrice et meurtrière, mais qu'elle n'était pas dirigée uniquement contre la paysannerie en Ukraine, et qu'il ne s'agissait certainement pas d'une tentative de génocide de cette population. Il y a d'ailleurs eu une reprise en 1934. Ainsi, le soi-disant Holodomor n'a pas visé spécifiquement l'Ukraine, ni la paysannerie ukrainienne, dans une logique de génocide. C'est un mythe politique, un aspect de la propagande politique occidentale dirigée contre l'Union soviétique et aujourd'hui contre la Fédération de Russie. Je ne cherche en aucun cas à disculper la responsabilité du gouvernement soviétique dans ce qui s'est passé à l'époque, ni celle de Staline. Mais vous savez, comme pour tant d'autres aspects de l'histoire soviétique, lorsque les politiciens s'en emparent, ils en font de la propagande anti-russe et au fond, des absurdités. Eh bien, laissez-moi poser une dernière question à propos de la période précédant la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'hiver en Finlande. Dans cette région du monde, c'est tout à fait pertinent aujourd'hui, car la Suède et la Finlande, bien sûr, ont rejoint l'OTAN, et un nouveau récit émerge en Finlande, selon lequel aucun pays ne connaît mieux la lutte pour sa liberté que la Finlande. Ils construisent donc essentiellement une histoire, selon laquelle l'OTAN est le moyen par lequel ils pourront préserver leur sécurité. Et vous savez, ils ont eu leur guerre contre les Soviétiques. Et par la suite, il y a eu la neutralité dans l'accord de paix avec l'Union soviétique. Et depuis lors, après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont plus connu de combat. Mais il est intéressant de voir qu'ils réexaminent aujourd'hui cette période de l'histoire. La guerre précédant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique a attaqué la Finlande pendant la guerre d'hiver. D'après ce que je comprends, la motivation soviétique était d'empêcher que la Finlande ne soit utilisée comme base de lancement potentiel contre l'Union soviétique. Mais en ce sens, on pourrait dire que cela est contre-productif, puisque ça fait que renforcer les Allemands, en raison, je suppose, des performances D6. Wow. Eh bien, j'aimerais promouvoir ma trilogie concernant la guerre d'hiver, car dans le 3e volume de la trilogie, j'en traite en profondeur.
C'est un sujet complexe, mais en gros, j'en suis venu à la conclusion, d'après les preuves que j'ai trouvées dans les archives, que Staline a commis une erreur. Bien sûr, il est facile de dire après coup qu'il a fait une erreur, mais vous savez, il était difficile d'éprouver de la sympathie pour la Finlande à l'époque. C'était presque comme éprouver de la sympathie pour l'Allemagne nazie. Ce n'est pas que la Finlande ait été seule dans ce cas. La plupart des pays d'Europe, la plupart des élites européennes, étaient très favorables au fascisme et à l'Allemagne nazie. Mais du côté soviétique, on considérait la Finlande comme un collaborateur potentiel de l'Allemagne nazie dans toute guerre lancée contre l'Union soviétique. Donc vous savez, les Finlandais, du point de vue soviétique, étaient des adversaires potentiels. Et leur contexte, en ce qui concerne les relations soviéto-finlandaises à la fin de 1939, était que Staline connaissait de grands succès. Il avait conclu le pacte de non-agression germano-soviétique. Il avait réussi à maintenir l'URSS en dehors de la guerre. Il avait obtenu des sphères d'influence en Europe de l'Est, découlant de l'accord avec l'Allemagne nazie. Il avait récupéré des territoires en Biélorussie et en Ukraine qui avaient été pris par la Pologne en 1919 et 1920, lorsque la Russie soviétique et la Pologne étaient en guerre. Il avait négocié, en septembre et octobre, des accords de sécurité avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, destinés à sécuriser les approches de Leningrad. Vous savez, Staline était sur une lancée, il était sur une lancée. Il ne pouvait rien faire de mal. Il disait, j'aime comparer Staline à un joueur de casino qui joue à la roulette. Il est à la table de roulette, il mise sur tous les bons numéros, et il en vient à penser qu'il ne peut pas perdre, qu'il ne peut tout simplement pas perdre. Et il a adopté cette attitude, à mon avis, dans les négociations avec la Finlande qui ont commencé en octobre 1939 et se sont poursuivies en novembre. En gros, ce que Staline voulait faire, c'était repousser la frontière soviéto-finlandaise plus loin sur l'isthme de Carélie, plus loin de Leningrad, car la frontière n'était qu'à environ 30 km de Leningrad, et donc à portée d'artillerie d'une Finlande hostile. En échange, il proposait un territoire plus vaste, mais non développé en Carélie orientale. Et il y avait, vous savez, d'autres détails dans leurs négociations. Mais les Finlandais n'étaient pas d'accord, refusaient d'accepter et s'opposaient aux conditions soviétiques. Ils ont également reçu, semble-t-il, des encouragements du côté britannique, qui ne voulait pas voir les Finlandais capituler devant l'Union soviétique. Alors, les Britanniques encourageaient les Finlandais à continuer le combat. C'est ça. Ils se sont sentis enhardis, à mon avis, à résister aux efforts soviétiques visant à conclure un accord avec eux, fondé sur ces arrangements territoriaux et autres dispositions de sécurité. Si vos auditeurs s'intéressent aux détails, ils peuvent, vous savez, lire le 3e volume de ma trilogie, les chapitres 2 et 3. Donc vous savez, les négociations se sont mal passées et il a commencé à sembler qu'il allait y avoir la guerre. Molotov, Vyacheslav Molotov, qui était le bras droit de Staline, le commissaire aux affaires étrangères à l'époque, a exprimé l'opinion qu'il ne faudrait que 2 ou 3 jours à l'armée rouge pour atteindre Helsinki. Le haut commandement de l'armée rouge estimait que ça prendrait 2 ou 3 semaines. Eh bien, et vous savez, Staline continue de miser à la roulette. Il pense qu'il lui suffit de faire pression sur les Finlandais et qu'ils jetteront l'éponge. Eh bien, la roue de la roulette, vous savez, elle tourne et elle s'arrête sur son numéro. Finalement, ce n'est pas le cas. Et la guerre éclate. La guerre éclate. Il y a quelques incertitudes sur la manière exacte dont cela s'est produit,
ce que j'explique dans mon livre, le 3e volume de la trilogie, pour ceux que cela intéresse. Mais en gros, la guerre a très mal commencé. L'armée rouge a subi des pertes très lourdes. Cependant, le haut commandement soviétique a fini par tirer les leçons de ses erreurs, et la Finlande a été contrainte de demander des conditions de paix en mars 1940. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le gouvernement français de l'époque a tenté de saboter ces négociations finno-soviétiques visant à mettre fin à la guerre, a cherché à prolonger le conflit et avait des plans. Il y avait des plans pour envoyer des forces armées françaises et britanniques à travers la Scandinavie, via la Norvège et la Suède, afin de se joindre au combat aux côtés des Finlandais contre l'armée rouge. Et lorsque la délégation finlandaise est arrivée à Moscou pour ses négociations finales visant à mettre fin à la guerre, la partie soviétique a dû les cacher afin d'empêcher les Français d'entrer en contact avec eux et d'essayer de les convaincre de ne pas conclure d'accord avec l'Union soviétique. Les Français ne voulaient pas que la guerre se termine. Cela vous semble familier aujourd'hui? J'allais dire, c'est bon sang, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, les conséquences furent que l'Union soviétique obtint de la Finlande ce qu'elle voulait, la frontière. La frontière soviétique sur l'isthme de Carélie fut repoussée loin de Leningrad, et il y eut d'autres territoires que les soviétiques prirent à cette époque. Mais la Finlande conserva son indépendance autant que possible. Mais l'aspect négatif pour l'Union soviétique, en dehors des pertes terribles, fut que les Allemands, observant ce qui s'était passé pendant la guerre, en conclurent que l'armée rouge ne savait pas se battre et qu'elle serait une proie facile, pour ainsi dire, si Hitler décidait un jour de faire la guerre à l'Union soviétique. Vous savez, il est facile de dire maintenant, avec le recul, que Staline a peut-être commis une erreur. C'est essentiellement mon opinion. Mais si vous aviez été Staline à l'époque, gagnant à la table de roulette comme il l'était, pensant qu'il lui suffisait de menacer les Finlandais pour qu'ils cèdent, il est difficile de remettre en question les décisions prises alors par le gouvernement soviétique. Il suffit de dire que c'est une histoire complexe, que je décris dans le 3e volume de ma trilogie sur la politique étrangère soviétique et stalinienne. Eh bien, comme nous l'avons dit au début de l'émission, il y a beaucoup de parallèles géopolitiques. Et oui, l'histoire a tendance à se répéter. Je veillerai à laisser un lien vers la trilogie dans la description. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres sujets que nous aurions pu aborder, mais nous devrons faire cela une autre fois. Merci beaucoup de m'avoir invité.